Bonsoir et bienvenue. Il est lundi soir, il est 21h05 du coup à peu près, 5 et 10 secondes. Nous sommes ensemble pour un nouveau épisode hors série de 66 millions de procureurs. Deuxième itération de la revue de presse. Euh, enfin de la revue de presse, de la revue d'actu qu'on avait fait déjà il y a 2 semaines, il me semble, non? Un mois? Je Non, sais c'est le plus. mois dernier. Non, Non, c'était le mois moi dernier. dernier? Ouais, Oh, c'était t'as moi raison. dernier. Ouais, C'est ça, ouais, oui, ouais. oui, parce qu'il y avait un quiz avant. Donc voilà, c'est un peu la même formule. Donc on va aborder quelques sujets qu'on a sélectionnés, plus ou moins en profondeur. On espère susciter chez vous un intérêt, en tout cas de débat. Je pense que ces sujets, en tout cas, s'y prêteront. Mais d'abord, une petite annonce de la part d'Adrien, il me semble. Eh ben, bonjour à tous déjà. Salut Kamokato. Petite annonce, bah, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, évidemment, pour nous donner un petit peu de visibilité. La semaine prochaine, on va faire une émission débat, une émission classique, entre guillemets, sur le clivage gauche-droite en France. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ou est-ce que c'est encore pertinent aujourd'hui? Qui se réclame un peu de quoi? Bon, il y a beaucoup à dire, donc on en discutera, la semaine prochaine et nous cherchons toujours des invités pour venir en débattre avec nous. Alors vous connaissez la chanson maintenant, j'espère. Vous pouvez nous contacter par n'importe quel moyen et nous demander si jamais vous êtes chaud pour participer. Voilà. C'est exact. Merci à tous les 2 et bonjour à tous. Effectivement, on va parler de ça, mais on va parler un peu plus largement aussi. On va pas rester sur un truc très conceptuel. On va parler aussi comment est-ce qu'on peut analyser la vie politique aujourd'hui, quels sont les marqueurs, voilà donc vraiment, n'hésitez pas et puis si jamais vous voulez, angler, axer le débat sur une partie de ce sujet-là, n'hésitez pas à venir nous en parler. On est à l'écoute car on vous le rappelle, c'est votre émission. Je vous propose, messieurs, que nous commencions et je vais prendre mon bâton pour commencer avec mon premier sujet qui est assez général et je vais faire un petit état des lieux de la campagne présidentielle. On s'est dit, parce qu'on a créé quand même 66 millions, dans l'objectif de suivre les débats qui entourent la campagne présidentielle. Donc on s'est dit aujourd'hui, on peut faire un petit tour d'horizon. Où en est la campagne? Où en sont les candidats? Quels sont les thèmes qui sont discutés? N'hésitez pas dans le chat à rebondir, à réagir aux thèmes hein, et à ce que je dis, et à mes deux comparses aussi, de me couper la parole pour avoir une intervention très pertinente de votre part. On va commencer avec Anne Hidalgo, peut-être la non-surprise de la semaine, la désignation d'Anne Hidalgo comme la candidate du Parti socialiste. Elle a été choisie par 72% des militants PS, mais ce n'est pas une surprise qu'elle ait été soutenue par l'appareil du parti, notamment Olivier Faure, le nom m'échappait. Mais là, du coup, attention, coup de tonnerre et première désillusion, puisque quelques heures plus tard, son seul concurrent, Stéphane Le Foll, a indiqué qu'il ne ferait pas campagne pour Anne Hidalgo. Double désillusion, parce que cette annonce de Stéphane Le Foll fait suite à la défection d'un autre poids lourd, François Lamy, mais si souvenez-vous, le ministre délégué de la ville de 2012 à 2014, qui soutiendra Yannick Jadot. Anne Hidalgo, sa réaction a été de dire au micro de France Culture ce week-end: j'espère qu'ils lui ont promis une belle circonscription. C'est ambiance dans cette gauche du gouvernement socialiste, écologiste. Bref, on verra, on verra. Si cette désignation permet à la maire de Paris de décoller dans les sondages, que pour l'instant, elle est créditée de moins de 10% des intentions de vote et elle est loin d'être la mieux placée à gauche dans la course à l'Élysée. Alors moi, j'aimerais un peu qu'on discute de savoir pourquoi est-ce que la candidature d'Anne Hidalgo ne décolle pas. Est-ce qu'elle est trop parisienne? Est-ce qu'elle est trop liée au PS? Est-ce qu'elle est trop proche de Yannick Jadot sur les thèmes? En fait, elle voulait mettre au cœur de la campagne les questions de pouvoir d'achat. Et pourquoi pas en vrai, parce que ça met une sorte de bouffée d'air. On avait d'un côté des campagnes qui étaient assez anxiogènes avec la crainte écologique d'un côté, une campagne des Verts qui était très intéressante, mais qui portait beaucoup sur ça. Et de l'autre côté, à l'extrême droite ou même ailleurs, une crainte identitaire et, par rapport à l'immigration, à la sécurité, etc. Sur France Culture, elle explique qu'elle est à moins de 10% en ce moment, c'est pas un problème. Elle vise pas les désistements des uns et des autres en sa faveur. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est élargir. Il faut Mmh. élargir. Élargir à quoi? Comment? Je sais pas, mais il faut élargir. Bon, on en parlait déjà, la dernière fois, hein, c'est pas la folie. Qu'est-ce que vous en pensez en 2 mots, peut-être vous 2 là, comme ça, pendant que le Beh, chat nous explique un peu elle a aussi ce elle qu'ils en est pensent? elle a dit qu'elle irait jusqu'au bout, hein, quand même, je crois. J'irai, jusqu'au bout. Ouais, c'est pas on nous dit là, ça fait plusieurs semaines qu'on nous dit que la gauche a du mal et on est surpris. Bah non, on n'est pas surpris.
Le Je vais parler problème de la gauche plus globale juste après, mais là ouais, ouais, sur Anne ouais. Hidalgo, Non, mais Anne Hidalgo, le souci, c'est qu'on a l'impression que c'est un candidat enfin, moi, en tout cas, j'ai l'impression que c'est un candidat qu'on nous impose un peu. Il y a pas cette histoire de primaire. Enfin, je sais pas, elle représente pas grand-chose sur un parti qui a déjà perdu tellement d'influence, en tout cas pour la présidentielle auprès des Français que c'est forcément compliqué pour elle. En plus, on a vraiment l'impression que, elle fait sa campagne en se sachant battue complètement d'avance et on en avait déjà un peu parlé, hein, mais que voilà, en gros, elle visait l'après. Donc tout ça rend difficile à mon sens, sa crédibilité politique, mais bon. oui, alors juste, avant que si tu veux réagir, IDB, juste, c'est vrai que sa stratégie, rappelons un peu la stratégie en tout cas qui a été évoquée, heu, au printemps, fin du printemps, début de l'été, avant qu'elle ne se dévoile comme candidate. C'était le vrai objectif effectivement, c'est pas 2022, c'est 2027 et attention, ce qu'elle veut, c'est qu'elle vise sur une chute de Macron en janvier dans les sondages, pour Mmh. elle monter et perdre quand même, mais être la meilleure opposante au successeur de Macron en 2027. Mmh. Alors en fait, si on regarde le costume de 2027, on l'a quasiment déjà, hein. C'est, enfin, si on écoute un peu tous ces cette sorte de Ouais. stratégie, c'est Anne Hidalgo, Édouard Philippe, on y reviendra aussi, et Marion Oui. Maréchal Le Pen. Voilà. Donc moi, à IDB, est-ce que tu penses, toi, que, et d'ailleurs, c'est une question que je voulais poser au chat, mais on n'a pas les sondages malheureusement ce Ouais, soir, ça on a un marche petit pas. souci technique. Désolé, hein, c'est Mais pas de notre la faute pour une fois. candidature, voilà, pour une fois, c'est pas notre faute, c'est vrai qu'il y a eu 0 problème technique aujourd'hui, 0. La candidature d'Anne Hidalgo va-t-elle décoller? Je voulais réagir, c'était pas forcément pour répondre à cette Eh ben, question-là. vas-y. Non, non, mais c'était pas forcément pour répondre à cet angle-là, parce que voilà. Mais oui, moi je suis convaincu que Hidalgo a pas forcément une énorme euh, aura, on va dire, au-delà du périphérique. Enfin, si peut-être au-delà du périphérique, mais pas beaucoup plus loin que l'Île-de-France. Elle a fait des politiques très spécifiques et urbaines, voilà, sur tous les autres plans qui seraient, on va dire, applicables de manière plus générale à l'ensemble du pays, par exemple sur des points sociaux, pardon, oh là, j'allais dire socialistes, mais non, c'est des points sociaux tels que les crèches, ce genre de choses. Elle Ah ça, les a, crèches, on en a déjà parlé, ça t'énerve. Les crèches à Paris, ça, c'est un sujet qui t'énerve, hein. On en a déjà parlé. c'est un sujet qui me semble assez simple en fait. Voilà, c'est juste qu'il y a une politique pour moi, je pense, j'ai l'impression en tout cas, que Anne Hidalgo, par exemple, en tant que candidat Annie socialiste, Dingo. Pardon. non, mais j'ai déjà du mal, si en plus tu me travailles, on va pas s'en sortir. Non, mais tout simplement, j'ai pas l'impression que, de manière un peu, on va dire, contradictoire pour un candidat de gauche, Hidalgo n'a pas forcément une politique ultra développée. OK. De famille ou ce genre de choses, qui je pense sont quand même des sujets qui parlent beaucoup encore aujourd'hui en France. Voilà, donc enfin, moi non plus, enfin, personnellement, j'ai pas l'impression de connaître très bien le programme d'Hidalgo pour la France. Est-ce Et qu'elle doubler le voudrait... salaire des profs. Oui, ça j'ai vu, mais c'est le seul truc que Stéphane Le Foll D'ailleurs, les profs dans le chat, n'hésitez pas à réagir. Je sais qu'on en a. Non Non, mais, mais enfin, c'est le truc que Stéphane Le Foll a souligné, c'est qu'il a dit, moi je suis contre le doublement du salaire des profs. Alors, est-ce que ça en fait tout de suite le meilleur candidat d'Hidalgo? Je ne sais pas. Mais ouais. bon, OK, on verra bien. On va un peu élargir parce qu'on a dit qu'on prenait pas position dans 66 millions. Donc aujourd'hui, je vais dire du mal d'un peu tout le monde. Mais, j'aimerais du coup qu'on parle de la gauche. On n'y voit toujours pas plus clair à gauche. Souvenez-vous, quand on avait fait notre première revue de presse, on avait un peu ce constat, dire il y a combien? 6, 7 candidats à gauche. Où il y en a qui vont se désister, et cetera. Pour l'instant, toujours pas. La primaire populaire devrait continuer là son mode de désignation. Depuis le 13 octobre, on peut plus, les candidats ne peuvent plus déclarer et ils vont essayer de déclarer donc un candidat, de choisir un candidat unique à gauche. On avait reçu la coprésidente de la primaire populaire, Camille Marguin. Je vous invite à aller voir le replay sur YouTube et aucun candidat ne s'est désisté. Ce week-end, Mélenchon a proposé une version actualisée de son programme, L'avenir en commun à Reims. Et le candidat de la France insoumise assume sa position mieux placée à gauche, hein. Clairement, les sondages le donnent autour de 11, 13, 15. Voilà, en bref, en tête à gauche, mais quand même encore assez loin du second tour. Du coup, Mélenchon, il appelle Montebourg et Roussel, enfin la France insoumise, ils appellent Montebourg et Roussel, le candidat du Parti communiste, à les rejoindre. Sauf que de leur côté, Montebourg, il dit non, mais Mélenchon, il est trop sectaire. Fabien Roussel, il continue son chemin en disant non, mais je suis pas d'accord avec lui, regardez sur l'énergie, etc. On peut quand même se demander si on fait mathématiquement, Montebourg et Roussel, tous leurs électeurs vont pour Mélenchon. Est-ce que ça ne lui permettrait pas d'accéder au second tour? En tout cas, selon les sondages d'aujourd'hui, ça lui permettrait de se rapprocher de ce peloton-là, de ce peloton qu'on a là pour la deuxième place. On a les Zemmour, les Le Pen, les Bertrand. Voilà, ça permettrait de se rapprocher.
Moi, ce que j'aimerais voir avec vous dans le chat et puis avec vous aussi, là, en plateau, alors que attends, je vois qu'Amokato me dit: «Pour le doublement des salaires des profs, Anne a déjà la solution testée, approuvée à la mairie de Paris, l'endettement». C'est vrai que l'endettement de la mairie de Paris a doublé, je crois, sur les 8 ou 9 dernières années. Je crois, mais bon, Oui, je tandis que les impôts locaux ont augmenté de plus de 20%, mais je vois que 30%. Kamokato est très proche de Anne Diallo, puisqu'il dit: «Anne» pour parler de la maire de Paris. Bref, que pensez-vous de cette, 3e campagne de Mélenchon? Il est plus calme, moins d'outrance. Voilà, moi je vais vous demander 2 choses, après vous réagissez comme vous voulez, mais est-ce que comment vous trouvez sa campagne? Et puis, est-ce qu'il va y avoir des alliances à gauche dans les prochaines semaines? Et si oui, à votre avis, lesquelles? Ah ah! Ouais, Ah c'est une ah! question compliquée. Bah, déjà sur la campagne de Mélenchon, bien sûr qu'il prend une posture beaucoup plus présidentielle à chaque campagne, mais c'est pas la première fois qu'il nous fait le coup et quand il va perdre, il va probablement encore partir en live. Donc c'est un peu le souci, c'est qu'en fait, oui, quand on l'écoute parler dans ses meetings, il est tout posé, enfin, avec son talent d'orateur évidemment, mais derrière ça, on sait qu'il est capable de péter des plombs. Donc ça, personne l'oublie. Le ra La République, c'est moi, La personne République, c'est moi. l'oublie. Genre personne, hein, genre vraiment tout ça, c'est dans la tête de tout le monde. Donc je sais pas trop, à quoi il peut prétendre. Après, c'est sûr que si on regarde, juste les intentions de vote, bah, clairement, c'est lui qui est susceptible de fédérer un peu. Le problème étant que sa figure et parfois ses idées font qu'effectivement un Montebourg voudra probablement pas. Donc je sais pas, hein, le problème à gauche, c'est les égos, comme Tu partout penses? en politique. Donc qu'est-ce que tu Tu penses que c'est les égos? Non, non, mais je je me demande pense, c'est quoi le problème? Non, mais parce qu'ils nous disent tous: «Mon programme est tellement important qu'il faut que, ouais, ouais, ils bien disent: sûr. il faut élargir, plus on aura de monde et puis après au pire on s'arrangera pour les législatives». Je sais pas, est-ce que c'est juste un problème d'ego ou est-ce que l'argument Mais l'élargissement, de porter un discours un peu je pense quand différent, même c'est qu'il y a quand même des points d'accord, sur lesquels ils peuvent tous se rejoindre, que ce soit sur des questions, écologiques ou sociales et finalement entre un Montebourg et un Mélenchon, il y a quand même pas mal de choses sur lesquelles ils peuvent au moins s'entendre. Donc je veux dire, ça marche ailleurs, les gouvernements de coalition ont fait quelques petits compromis et c'est mieux que de ne pas l'Allemagne? gouverner, l'Allemagne entre autres, hein, mais donc s'ils sont capables de le faire, c'est que quelque part ça peut fonctionner. Donc bien sûr que là, pour moi, c'est une question d'ego et chacun veut tirer un peu parce que Montebourg, c'est pareil, hein, on le voit à toutes les élections et puis derrière, il va faire son miel et il revient, heu, Oh et lui, il connaît ouais, mais l'entreprise, hein. non, mais Il connaît le d'accord, monde mais de je veux dire, à l'entreprise. chaque fois, il dit: «Je m'en vais, la vie politique, c'est pas pour moi» et puis il revient. Donc je veux dire, on oublie trop l'ego dans ce débat pour moi, OK, dit-on dans donc le chat. Je crois qu'on se moque. Donc Non, ouais, mais du coup, c'est par exemple, tu vois, alors il y a il y a des points d'achoppement, c'est sûr, mais on a quand même donc Fabien Roussel qui était à la manif, des policiers là, ouais. Darmanin aussi a participé et d'ailleurs Yannick Jadot et puis Delphine Bateau, bref beaucoup. Jean-Luc Mélenchon parlait d'une manifestation, je crois qu'il parlait de factieux, tu vois, genre ils peuvent revenir dans le même camp là, tous les 2 là? Sachant que les communistes pour les 2 dernières élections, ils étaient dans, c'était quoi déjà c'était le parti de gauche? Ou qui regroupait la France insoumise et le PC et d'autres. Bref, ils Mmh. étaient ensemble, il y avait qu'un seul candidat. Aujourd'hui, les Mmh. communistes y Mmh vont. mh. Maintenant, ils prennent 2-3%. Je sais pas, IDB, toi, tu penses que ça ils vont se mettre d'accord ou s'ils vont y aller et perdre tous et puis après les négocier des circonscriptions pour essayer peut-être d'avoir une l'idée, c'est quoi? C'est de Je pense gagner que les législatives? C'est quoi je le pense que ça change absolument rien qu'ils se mettent d'accord d'abord ou après. La vérité, c'est qu'ils sont pas enfin, il y a pas de rencontre comme diraient les politiciens avec le public. Enfin, il y a pas de rencontre avec les électeurs. Il y a pas de voix, tu peux te mettre d'accord si tu veux pour, traficoter des sièges à gauche, à droite, mais bon, au final, ça change pas grand-chose sur le fait que, tu vas pas pouvoir mettre en place ta politique. Effectivement, je pense que le point important, c'est que tout le monde semble dire, «Mon programme est plus important que celui de l'autre». Ce qui est techniquement un peu mieux que dire: «Le programme de l'autre, c'est de la merde». Ce qui était le cas, par exemple de la enfin, si on pense encore à la dernière grosse élection bipartisane, enfin non, l'avant-dernière, pardon, qui était, Sarkozy Royal, si je dis pas de bêtises. bah, Heu, Sarko Hollande, oui, enfin, oui, non, oui, vas-y, mais continue. l'avant-dernière, c'est pour ça que je disais dans Sarko Oui, Royal, oui. je me souviens que clairement, à tous les jours, l'idée, c'était: «Le programme de l'autre, c'est de la merde». Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça n'a aucun intérêt. Il faudrait peut-être passer maintenant donc le troisième cap, maintenant qu'on est capable de dire mon programme est important. Peut-être que maintenant il serait capable effectivement de trouver les points d'accord, mais c'est pas, je pense, au sein des mouvances. Et parce que plus jamais le PS va faire union avec qui que ce soit là. Je veux dire dans la situation Ouais, actuelle. Bah, mais en tout attends, mais cas, le PS,
Ils Plus jamais sont, Jadot, enfin, pardon, vas-y. ouais, ils sont à combien dans les intentions de vote, là, Alexis? Je sais pas, ils sont à Et 6. Enfin, ils sont non, ils ouais, sont en fait, le truc, c'est qu'Hidalgo est en dessous de ce qu'a fait Benoît Hamon, qui était déjà un bas historique. Bon, bah, ouais, écoutez, hein. on verra, mais je vois pas comment est-ce que Yannick Jadot, qui s'est déjà désisté et qui a gagné une Mmh, primaire comme un peu sur le fil, qui a été une il belle le fera réussite, il pas. reste désisté. Et Hidalgo, pour l'instant, elle dit que non. Autre on va ailleurs sur l'échiquier politique, on va de l'autre côté. Est-ce qu'il va y avoir des désistements? Est-ce qu'ils vont être tous les 2 candidats? Ah ah. Alors que les sondages continuent de placer Éric Zemmour et Marine Le Pen dans la marge d'erreur, hein, pour accéder au second tour d'élection présidentielle. Vous vous souvenez de ce que je disais tout à l'heure là, avec Bertrand puis peut-être Mélenchon. Éric Zemmour, nous le rappelons, n'est officiellement pas candidat, mais on commence quand même un peu à s'inquiéter du côté du Rassemblement national, parce que la percée du polémiste semble ringardiser Marine Le Pen sur sa droite et sa stratégie de dédiabolisation. Donc là, on ne va pas parler de l'extrême pendant des heures. Il y a beaucoup de chaînes de télé qui le font déjà, donc nous, on n'est pas là pour ça. Mais simplement, peut-être juste Adrien, comme ça, en 2 mots, ou dans le chat, est-ce que Marine Le Pen et Éric Zemmour seront-ils tous les 2 candidats? Là, on a la boule de cristal, là. Là, on est à fond boule de cristal. Ouais, c'est non, mais c'est super chaud à dire. Je pense que oui, honnêtement, et on le voit dès maintenant. Marine Le Pen essaye de prendre une position très différente de celle, enfin très différente de celle de Zemmour, en invoquant l'expérience. Maintenant, on est nous aussi un parti de gouvernement. Voilà, un parti responsable qui peut avoir les manettes de la France, alors que l'autre, là, c'était comme eux avant. Vous voyez, il sait pas faire. Il critique, c'est un polémiste. Donc, elle essaie de prendre un peu ce virage-là, qui d'ailleurs ne plaît pas au sein même de son parti, puisqu'on voit Bah oui. que traditionnellement, il y a beaucoup de soutien qui se déporte sur Éric Zemmour. On a le père Le Pen qui l'a soutenu, Marion Maréchal Le Pen qui n'est pas loin. Donc c'est compliqué, mais je pense que vu ce positionnement-là, c'est que les 2 veulent y aller et personne n'est dupe sur la candidature de Éric Zemmour, en tout cas pour l'instant. Est-ce que finalement, peut-être après on va passer à autre chose, hein, mais est-ce que finalement Éric Zemmour n'apporterait pas à Marine Le Pen ce qu'elle n'a jamais eu, Marine Le Pen d'ailleurs ou Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire une réserve de voix au second tour? Et ça, Ah, écoutez, c'est on verra. plutôt l'inverse qui se dessine Oui, pour l'instant, c'est mais ça, ouais. il faudrait être devant pour ça. Oui, beh, alors ça pose une autre question, mais c'est pareil, j'ai pas envie qu'on parle de Zemmour pendant des heures, mais est-ce que c'est une tendance durable? Est-ce qu'il y a un moment où quand il va se frotter à la campagne, j'entendais, je sais plus où, qui disait les thèmes qu'il porte là, c'est des bons thèmes de pré-campagne, mais une fois qu'on est vraiment dans la campagne, dans la vraie, où on parle des trucs qui intéressent vraiment les gens, Mmh ces mh. thèmes d'identitaire sont un peu dilués quand même. Est-ce qu'il va réussir lui à avoir un programme, etc. Affaire à suivre. Nous ne manquerons pas de vous en Ouais. parler pendant la prochaine revue de presse. Parlons du président de la République quand même, hein, aujourd'hui Mmh mh. favori de sondage à sa propre succession. C'est toujours un cas un peu particulier parce qu'il est président et presque ou pas candidat. Les Républicains, notamment, parce que ce n'est pas les seuls, l'attaquent régulièrement au motif que le président ferait campagne tout en assumant son rôle de président, avec des promesses dans tous les sens. Valérie Pécresse a même indiqué en septembre qu'Emmanuel Macron crame la caisse. Moi, je ne jugerai pas de la poésie de la remarque, mais je rappellerai simplement que l'UMP n'a pas été remboursé d'une partie de ses frais de campagne en 2012, car la commission des comptes de campagne avait estimé que Nicolas Sarkozy, alors candidat à sa propre succession, avait utilisé son rôle de président pour mener des actions de campagne menant à ce bel exercice démocratique. Souvenez-vous du sarcoton pour renflouer les caisses du parti Pardon. présidentiel. Bref, revenons à Emmanuel Macron. Si on regarde les candidates précédentes, les présidents se déclarent candidats entre février et mars, précédant l'élection, sauf François Hollande qui s'était désisté, lui, en décembre. Donc, on peut estimer qu'on n'aura probablement pas de déclaration de candidature du président avant le début de l'année prochaine, à moins qu'il décide d'en faire autrement, parce qu'avec Macron, on ne sait jamais trop. Bon, sans vouloir aller dans le sens de Valérie Pécresse, parce que je vous rappelle neutralité absolue ici, on observe tout de même une activité depuis septembre assez soutenue avec des annonces, hein, qui chiffrent à plus de 6 milliards d'euros pour les comptes publics à destination de diverses composantes de la société. 6 milliards d'euros, c'est beaucoup, mais rassurez-vous, cela permettra de justifier la réforme des retraites à venir quand, après sa réélection, le président nous expliquera qu'il faut revenir à un équilibre budgétaire strict. Si on reste un peu dans ce positionnement politique, Édouard Philippe, à quoi joue l'ancien Premier ministre? Alors qu'on nous explique un peu partout que les partis politiques, c'est le passé, que c'est fini, l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, pardon, j'allais dire Micron, oh là là, l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron a lancé son mouvement politique Horizon au Havre le week-end dernier. L'objectif du Premier ministre, c'est pas de concurrencer Emmanuel Macron en 2022, car Édouard Philippe est un homme loyal, comme il aime le rappeler. Tout à fait. Loyal à Alain Juppé, loyal à François Fillon, et maintenant loyal à Emmanuel Macron. Mais encore une fois, comme pour Hidalgo, il s'agit d'élargir. En fait, il s'agit d'aller prendre les voix au centre droit, notamment les gens qui seraient tentés de voter pour Pécresse. Cette démarche fait grincer des dents dans l'aile gauche du parti présidentiel,
et on imagine que les couteaux commencent à s'aiguiser là en cuisine en prévision de l'après-Macron. À court terme, en fait, ce qu'il veut, c'est simple, Édouard Philippe, hein, il veut des députés, il veut un groupe parlementaire, il veut des financements et donc une exposition publique qui lui permettra d'éventuellement préparer une candidature en 2027. Je vous rappelle qu'on a déjà le casting, hein, si on écoute un peu Mmh bien. mh. Mais tout ça, ça se fait au détriment d'autres éléments de la majorité présidentielle, dont le MoDem. Voilà, qu'est-ce que peut-être, quelques mots sur, Ouais, si ouais, Zemmour j'ai ressuscite le RPR, il faut bien ramener l'UDF à la vie, il nous dit. Mais alors l'UDF, ça serait quoi? C'est pas La République en marche? C'est Horizon? C'est ouais, Libre? Le si, ce mouvement serait, de il y a le mouvement de Franck Riester aussi. En vrai, ouais, sur lui. Édouard Philippe, sur Emmanuel Macron, est-ce que vous avez des choses à dire? Ouais, moi j'ai bon déjà une petite remarque par rapport au sarcoton. Quelle indignité! C'est tout, ce sera tout. C'est tout? C'est tout Pardon, ce que tu voulais dire? je devais la faire. Non, non, mais par contre, moi, ça me enfin, on parle de centre droit et on parle de Valérie Pécresse. Je veux dire, on a quand même un peu, modifié cette fracture gauche-droite, mais on va parler de tout ça la semaine prochaine. Je vais parler de la J droite juste après là, t'inquiète. Ah cool. Je vais finir avec la droite du coup. Non, sinon, bah, pas tellement, je crois que tu as tout dit, hein. C'est vrai que là, on a déjà le casting de l'élection d'après et que Horizon, on sait pas trop pourquoi c'est là, si ce n'est pour faire un petit coup de com' au président, pour l'instant et se placer pour après, quoi. Toi, c'est ta démarche, c'est juste faire un petit coup de com et se placer pour après? Oh bah, bien sûr. Bah, je Tu es dirais, d'accord en avec vrai, ça? Édouard Philippe, c'est un homme dangereux pour Emmanuel Macron si jamais il était pas «loyal» entre guillemets. Donc je veux dire, là, il dit: «Regardez, j'existe encore, je suis une alternative crédible pour après si jamais, mais en attendant, j'ai quand même été Premier ministre, j'assume et puis c'est tout». Logique, hein? DB, tu es d'accord avec ça toi? Bah, oui, plus ou moins. Le seul truc, c'est que j'ai l'impression on repart sur exactement la même chose, en fait. C'est-à-dire que comme on connaît déjà le casting de la prochaine élection, qu'on sait déjà qu'il y a... En fait, il y a des marginaux de marginaux qui sont en train de se mettre en place. Macron est le seul qui va avoir, on va dire, effectivement un successeur, on va dire, spirituel, naturel. Sauf si Édouard Philippe vire à droite d'ici là. C'est-à-dire plus de 67 ans, pour le départ à la retraite, genre plus que ça encore, plus à droite Mmh. encore? Mmh. Vas-y, Non, je t'en prie, continue. mais dans le sens, dans le sens où Xavier Bertrand, là, il est en train de faire l'effort de s'encarter à nouveau auprès des Ah, Républicains. j'en parle juste après, j'en parle juste après. Pardon, Ouais, ça c'est excuse-moi, ça c'est justement, c'est j'hésitais à on le. finit avec ça, c'est cherry on the top. Je t'en prie. Mais renoncement de Xavier Bertrand, bah, je propose que d'ailleurs, parce que mon premier thème là, ça fait déjà 20 minutes, donc on en a quand même plusieurs, hein. On va finir avec la droite. On va finir avec la droite, qui est quand même, voilà, un acteur, majeur de la vie politique française. Finalement, les Républicains, ils vont désigner leur candidat lors d'un congrès début décembre, ouvert aux adhérents, où les instances dirigeantes du parti espèrent compter environ 100 000 votants, soit autant que la primaire des Verts. C'est intéressant pour un parti qui ne voulait pas de primaire. Bref, Xavier Bertrand a à peu près renié toutes ses prises de position depuis cet été, puisqu'en quelques jours, il a finalement accepté de rejoindre le Congrès, mais refusé de prendre sa carte à LR, pour finalement accepter de prendre la carte à LR, parce que Valérie Pécresse venait de reprendre sa carte à LR. Bref, on se murmure en coulisses que c'est foutu pour le président des Hauts-de-France, car les militants lui pardonneront probablement pas de revenir en traînant les pieds en plus, hein, chez LR, tout simplement pour utiliser la plateforme partisane alors qu'il a passé des semaines à essayer de se positionner au-dessus des partis. Souvenez-vous, Xavier Bertrand, c'est la rencontre d'un homme avec un peuple. Ça n'a pas trop marché, mais ça fera peut-être les affaires de Valérie Pécresse, pardon, dont on parlait, qui discrètement, hein, aussi, elle a repris sa carte chez LR et elle semble moins détestée chez les militants LR que Xavier Bertrand. Elle, ce qu'elle va faire, sa stratégie est assez simple. Elle va faire en sorte de faire adhérer en fait aux Républicains la plupart des gens qui sont dans son micro-parti libre pour qu'ils votent pour elle au Congrès et pour éventuellement gagner Mhm. l'investiture de la droite. Ou ça fera peut-être les affaires de Michel Barnier. Michel Barnier qui, après avoir contesté la primauté du droit européen sur le droit français, souhaite maintenant la mutualisation des nations européennes. Très bien. Et en plus, Michel Barnier, il a peut-être dévoilé un début d'esquisse de programme là dans une interview à Paris Match, dans laquelle il a déclaré: on ne peut pas devenir président de la République sans aimer les arbres. Ça, c'est vraiment tout un J'avais vu programme. ça. Tout un programme. Incroyable, Non, incroyable. plus sérieusement pour finir, ça s'active sec en coulisses, hein, et il faut pas oublier là, quelqu'un qui a un rôle central là-dedans, c'est Wauquiez. OK? Wauquiez, l'ancien numéro 1, toujours très, très apprécié des militants. Lui, il a dit: «Moi, je suis pas candidat cette fois». En plus, il jouait un jeu un peu bizarre avec Zemmour, mais lui, il s'est dit: «Moi, je vais pas dans ce bourbier cette fois, on verra la prochaine fois». Peut-être encore un contestant pour 2027, pardon. Mais lui, il déteste Xavier Bertrand. Donc en fait, il va faire poser tout son poids politique pour faire barrage à Xavier Bertrand, au profit de, Michel Barnier ou Valérie Pécresse. En tout cas, affaire à suivre. Peut-être avant de passer à un autre sujet, là, on continue là
la boule de cristal, la primaire LR là, c'est qui va gagner là? Mmh. Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Barnier, un autre, les autres je sais même pas, il y a Ciotti et puis aussi, Juvenet. Pardon, je Je non. pense que je pense qu'il y a pas trop de questions à se poser sur, le fait que Bertrand passe, hein. Tu penses? Bah, Ouais, je sais pas, Bah, hein. justement, est-ce que les militants vont pas lui faire payer de fait d'être parti avec pertes et fracas en Mmh, 2017 là? En 2000, je sais plus mmh, quand, Wauquiez a pris le parti. Est-ce qu'ils vont lui pardonner ça? Je sais pas. non mais, tu sais ce qui est le plus important que les principes? La victoire? Voilà. OK. Enfin, ça dépend pour mmh. qui, mais je pense que dans ce cas-là, Ouais, on est c'est on vraiment est les militants qui votent, hein, donc voilà, on n'est pas là pour ça, je non, sais pas, hein. mais on n'est pas là pour donner une leçon aux candidats, enfin, je Les sais mecs, Pécresse, son temps est venu, on dit dans le chat. dans la logique des partis, c'est non, c'est encore une fois, c'est qu'une querelle d'ego et les mecs, ils sont là pour se venger de allez, ça peut, hein. non, mais c'est Je vrai que serais pas c'est étonné. non, mais c'est vrai que Pécresse a, sur sa politique locale, je trouve, su se placer sur des thématiques, assez, on va dire, hors sujet au niveau local, justement à l'inverse de d'Hidalgo tout à l'heure, et elle a pu exprimer elle aimerait bien prendre des mesures qui peuvent être complètement connes, mais qui plairont bien en partie. Donc, non, Complètement mais conne. faut- Neutralité, on vous dit neutralité. Ouais, sauf si on est méchant avec tout le monde. je Ça, c'est parle de une manière, classe. C'est vrai. Non, 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 je déconne de manière, pardon, un peu. On va pardon. changer le terme, mais on va dire qui me laisse dubitative, si tu veux, dans le sens où, même objectivement, leur application, je vois pas trop ce qu'elles ont à faire avec les thématiques qu'elles traitent. Tu peux trouver Ouais, ça à enfin bon. plusieurs instances et à plusieurs niveaux dans la politique d'Île-de-France de Valérie Pécresse. Mais effectivement, moi j'ai envie de dire, la personne qui se fait élire par l'Île-de-France a quand même plus de chances de passer que la personne qui se fait élire que par Paris. Donc effectivement, c'est une meilleure candidate. Si la gauche a réussi à choisir Hidalgo, pourquoi il partirait pas dessus? Mais enfin bon, il me semble que Bertrand incarne quand même mieux l'idée Moi, je suis globale du assez je suis parti. assez d'accord avec Amokato qui dit: Mmh, «Bertrand aura du mal à je continuer à c'est jouer la d'accord. carte de l'homme de principe au-dessus des partis après avoir remanié son credo en l'espace de 3 jours». Enfin, là, il y a eu un reniement sur toute, enfin, c'est Ouais, comique, hein. ouais. Enfin, franchement, Ouais et puis au-delà du compteur vraiment, et cetera, c'est comique, quoi. j'avoue, les querelles internes des partis, on a vu ce que ça a donné aux dernières primaires de la droite, c'est compliqué, hein. C'est l'envie de gagner, elle est là, mais il y a des choses avant. Enfin bon, Messieurs, je vous propose qu'on avance et du coup, Adrien, tu vas nous parler de cette histoire de primauté du droit européen là, tout à fait. qu'est-ce qui s'est Alors, passé? je vais essayer de pas être trop long, Oui, mais désolé, j'étais très long. non, 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 mais c'est juste que là, il y a quelques petites choses à dire. Je vais essayer de pas être trop technique, surtout parce qu'on peut partir dans des débats juridiques, un peu chiants, mais il va falloir en parler quand même un peu. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que le jeudi 7 octobre dernier, le tribunal constitutionnel polonais a rendu un arrêt qui a fait vraiment beaucoup parler de lui et il faut bien comprendre que cet arrêt-là, c'est la dernière étape en date d'un conflit plus ancien entre la Pologne et l'Union européenne sur la question de la réforme de son système judiciaire, dont l'Union estime qu'elle porte atteinte à l'indépendance de la justice et au fondement de l'état de droit. La chambre, les juges européens avaient déjà estimé que, la chambre disciplinaire qui était instaurée par cette réforme-là, de la Cour suprême polonaise, n'offrait pas toutes les garanties d'impartialité et d'indépendance. Alors en gros, l'idée c'est que, la réforme prévoit une chambre disciplinaire au sein de la Cour suprême qui va pouvoir sanctionner les juges, notamment avec des retenues de salaire ou des suspensions, si jamais, ils vont enfin voilà, en tout cas, on estime qu'ils peuvent être sanctionnés d'une manière politique et que l'exécutif et le législatif peuvent de cette manière-là, avoir une emprise sur le pouvoir judiciaire, ce qui est inacceptable pour, l'Union européenne. Alors donc le tribunal constitutionnel polonais avait déjà, en juillet, affirmé dans une décision que, les dispositions des mesures provisoires qui étaient prescrites à l'époque par la Cour de justice de l'Union européenne n'étaient pas contraignantes pour l'État polonais, ce qui était déjà, une sorte, de doigt d'honneur, fait à la juridiction européenne et s'en était suivi de nombreux échanges entre la Pologne et la justice européenne. Donc le gouvernement avait promis de changer tout ça, il y a eu des menaces financières de l'autre côté, une saisie de la CJCE pour demander des astreintes, mais ça, on en reparlera un tout petit peu plus tard. En somme, c'est un joyeux bordel à la fois politique et juridique. Et l'arrêt en question, donc du jeudi, 7 octobre, eh bien, il statue que certains passages des traités de l'Union européenne seraient tout simplement incompatibles avec la constitution polonaise et met en garde la Cour de justice de l'Union contre toute ingérence dans les réformes judiciaires en Pologne. Alors Bruxelles s'est évidemment très vite emparé du dossier et a réemparé, on va dire, du dossier et a immédiatement
réagi. Ursula von der Leyen, qui est la présidente de la Commission, a déclaré le jour même que nos traités sont très clairs, toutes les décisions de la Cour de justice de l'Union s'imposent à toutes les autorités des États membres, y compris aux tribunaux nationaux. Le droit de l'Union prime sur le droit national, y compris sur les dispositions constitutionnelles, a-t-elle précisé, en précisant que c'est ce à quoi tous les États membres de l'Union se sont engagés lorsqu'ils ont adhéré. Donc le débat, il porte d'abord, au fond et en droit, sur la primauté des traités de l'Union sur les constitutions des États membres. Alors c'est un peu compliqué parce que, en temps normal, c'est pas du tout clair et c'est pas ça. La constitution est normalement au sommet de la hiérarchie des normes dans un État. Les traités viennent après. Alors en tout cas, c'est ce que nous, on a choisi de faire. Notre constitution indique clairement que les traités qui sont régulièrement ratifiés ont autorité supérieure à celle des lois, donc pas du tout à celle de la 55. Article Article 55, tout à fait, 55. exactement. Donc pas du tout à la Constitution. Maintenant, avec les traités européens, c'est un peu particulier, mais bon, ça veut dire qu'un traité international «lambda» entre guillemets, si jamais on se rend compte qu'il est contraire à la Constitution ou que les conditions ont fait qu'on a changé et que, la Constitution vient maintenant en contradiction avec ça et cetera, on va pouvoir dire: «Attention, non, le traité respecte pas la Constitution, on ne l'appliquera pas». Même si c'est un peu plus compliqué que ça sur les conséquences, mais peut-être qu'Alexis, tu pourras nous en reparler un peu. Sur les traités Ouf. européens, c'est un peu différent, parce qu'il y a 2 points de vue et c'est une question assez compliquée. La jurisprudence européenne, elle est vachement claire à ce sujet. Le droit européen prévaut sur les législations nationales, y compris, sur la loi constitutionnelle. C'est l'arrêt Costa, Costa-Contre-Nesle de Costa. 1964, tout à fait. Donc c'est de longue date, la jurisprudence là a été confirmée, reconfirmée. Pour ce qui est de la position des juges, nationaux, c'est beaucoup plus ambigu et si je vous retrouve ça, je vais d'ailleurs vous donner un petit article du Conseil constitutionnel lui-même qui Super, explique tout super, ça. Non, mais si ça vous super. intéresse et en gros, l'idée est de dire pour le Conseil consti et pour le juge national que, alors non, c'est toujours la Constitution qui est vraiment au sommet de la hiérarchie des normes, mais vu qu'on a intégré dans cette Constitution qu'on appartenait à l'Union européenne, la primauté du droit européen est effective, sur les lois et en réalité, s'il y a vraiment une contradiction évidente, alors il faudra réviser la Constitution, ce qu'on fait à chaque fois qu'on adopte un traité majeur de l'Union européenne. Donc si vous voulez, là-dessus, c'est pas clair. C'est un peu chiant, mais je vous promets, j'ai fini la partie juridique. Mais en gros, la décision du tribunal constitutionnel polonais vient nous remettre un peu au goût du jour ce débat en se demandant tout simplement si c'est bien juste et c'est bien ce qu'il faudrait appliquer qu'il y ait cette primauté sur les normes constitutionnelles. Alors c'est surtout un débat politique en réalité, puisqu'on voit bien que le débat juridique, on en fait un peu ce qu'on veut. Alors, il faut bien comprendre que depuis 2015, en Pologne, c'est le parti droit et justice qui est au pouvoir, donc un parti de droite, voire d'extrême droite, certains pourraient dire, qui tient un discours assez ambigu sur la question de l'Union européenne et même sur la perspective d'une sortie de la Pologne. Donc voilà, c'est compliqué. À ce stade, ça paraît hautement improbable qu'il y ait un Polexit. Donc on ne sait pas trop. Des manifestations ont même eu lieu dans le pays pour soutenir, l'appartenance de la Pologne à l'Union. En revanche, il y a des pressions de tous les côtés. Donc bah, qu'est-ce que vous en pensez déjà de cette affaire sur le fond? Et puis on creusera un tout petit peu pour terminer, là-dessus. Non, mais Alexis? j'imagine que tu avais plein de trucs à dire sur le débat politique. C'est juste, peut-être pour faire un point déjà sur, moi j'ai peut-être une question, ma réaction serait une question, de dire que s'il n'y a pas de primauté du droit européen ou droit international, en fait, enfin, en tout cas, en ce qui concerne l'européen, il n'y a pas d'Europe, non? Parce que sinon ça veut dire que on va prendre une décision au niveau européen, on va tous se mettre d'accord, on Mmh. va tous signer un truc et puis après en rentrant à la maison, on va faire on s'en fiche parce que de toute façon, Oui. je vais voter une loi dans mon coin qui va de toute façon être supérieure à cette décision européenne donc finalement, enfin c'est quand même bizarre et le souci quand même, c'est qu'il y a c'est un vrai bras de fer parce que là, ils attaquent pas, c'est pas une critique de la commission, c'est pas une critique d'une jurisprudence que fait la Pologne, c'est vraiment le traité. Donc là, Oui, oui, bien sûr. on va vers un vrai bras de fer. Bon voilà, après le reste, effectivement, la question de savoir si le droit européen s'impose en toutes circonstances,
L'Allemagne aussi se pose cette question-là de temps en temps. C'est Ouais, un débat qui est ouais, ouais, fondamental. la Hongrie se Nous, pose cette voilà, question-là. Ouais, ouais, ouais. nous, on l'a Mais tranché en France de manière assez simple, enfin, assez saine ouais, pour l'instant, pas mais tant c'est que vrai que ça, c'est un justement. c'est un débat dans le groupe de Visegrad notamment, ces pays de l'Europe de l'Est enfin, du centre, qui estiment avoir des intérêts particuliers. C'est un vrai débat et ce qu'il faut faire, moi, c'est clairement pas à moi de le dire en tout cas. Ouais, après, même en France, hein, le Conseil constitue est pas clair du tout et il y a même des domaines où il se réserve le droit, justement, de dire: «Non, attendons attention, l'identité constitutionnelle française est plus forte que les traités européens». Donc alors c'est, tout petit peu, hein, mais c'est pas si clair que ça. Non, Donc finalement, voilà. je savais pas, tu vois? Pour ce qui est de la primauté, ce sera jamais sur les lois parce qu'un traité est toujours supérieur aux lois, c'est Oui, vraiment oui. sur ce côté constitutionnel. Mais bon, c'est une question que chaque État gère un peu comme il peut et en réalité gère pour répondre aux besoins politiques de l'Union européenne. Mais là où tu as complètement raison, c'est-à-dire que s'il y a pas de primauté à un moment donné des normes européennes, bah, il y a pas d'Union européenne. Mais en fait, c'est Donc c'est c'est le c'est le principe, que justement Jean-Luc Mélenchon a rappelé pendant son meeting. Ça m'a surpris d'ailleurs de l'entendre, du ouais, pacta tout à sunt fait. servanda au niveau Ouais, ouais, international, ouais. qui consiste à dire qu'en fait, si on respecte pas les normes qu'on signe entre nous, il y a pas d'ordre en fait et ça ne tient pas, ça ne marche pas. Ouais, ouais, Donc bien sûr. c'est peut-être un peu caricatural, parce qu'après effectivement des domaines qui sont plus réservés, plus sensibles, Ouais mais et si on commence à détricoter ça, moi je trouve ça assez dangereux en fait. alors, ce qu'il faut aussi comprendre et juste avant de passer à la question plutôt politique du débat, c'est que vraiment la décision là du tribunal constitutionnel, elle est vraiment sur ce sujet-là de la réforme Oui, oui, oui. judiciaire où ils estiment que c'est pas le rôle de l'Europe d'intervenir dans ce domaine-là. Ils contestent pas du tout la primauté sur les questions de concurrence ou de marché intérieur, et c'est bien de le noter quand même. Il y a Alors un oui, vas-y, bah, oui, non, non, justement, j'allais vas-y, dire parce vas-y. que c'est ce tribunal, il me semble qu'il a été quand même, certains des membres ont été nommés par un pouvoir politique qui avait un Ouais. certain agenda, donc je sais pas, il y a peut-être quelque chose Ouais, de ouais, ouais, politique la aussi, question ouais. se pose et on a vu beaucoup passer de critiques. Nathalie Loiseau a dit que la cour était, enfin que le tribunal Nathalie était Loiseau. Nathalie Loiseau était, illégitime. Alors la question de son indépendance se pose puisque les juges sont nommés, par l'exécutif. Après, chez nous aussi, hein, les juges du Conseil constitutionnel, ils sont nommés par le président de la République, entre autres. Dans le président, quoi, en tout cas. Ouais, ouais, dont le président, après il y a les présidents des chambres aussi. Mais donc voilà, c'est une question qui se pose et en tout cas, les détracteurs, du pouvoir polonais aujourd'hui ont tendance à dire que le tribunal là n'est pas du tout indépendant et la salle du pouvoir, en place. Donc alors, évidemment, hein, pas de droit sans politique ou pas de politique sans droit, je ne sais pas, mais c'est éminemment politique. Tout ça est une bataille, d'eurosceptiques contre la Commission. Et pour faire plier la Pologne, la Commission européenne s'est dite prête à mettre le pays sous pression, en conditionnant notamment le versement des fonds du plan de relance du Covid à la suspension des réformes du système judiciaire. Il y a le commissaire européen chargé de l'économie, Paolo Gentiloni, qui avait déjà prévenu que l'affaire judiciaire polonaise pourrait avoir des conséquences sur le versement des fonds de relance à la Pologne. Et l'Union européenne n'a pas, en effet, encore approuvé les 23 milliards d'euros de subventions et les 34 milliards d'euros de prêts bon marché prévus pour la Pologne. Donc, évidemment, le gouvernement polonais riposte, qualifie tout cela d'un immonde chantage. Alors, immonde, je le rajoute, mais chantage en tout cas. Et tout ça est une bataille, entre ces pays-là, Pologne, Hongrie principalement et la Commission européenne qui veut, à un moment donné paraître, un peu plus crédible. Alors qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que c'est pas les prémices finalement, soit, d'un départ massif de certains États de l'Union européenne après l'exemple du Brexit, soit tout simplement d'un commencement de remise en question de ce système, politique et juridique européen? Bah, si tu peux juste me permettre rapidement, l'exemple du Brexit montre que c'est quand même pas une franche réussite, parce qu'un pays qui est quand même plus gros pays objectivement que la Pologne ou la Hongrie, Mmh. en paye aujourd'hui des conséquences assez lourdes, et alors que pourtant ils ont quand même certains moyens de pression sur l'Union européenne assez forts. Ils ont des manques dans beaucoup, beaucoup de secteurs, notamment de main-d'œuvre, ils ont plus d'approvisionnement, enfin d'essence. Il y a beaucoup de problèmes au Royaume-Uni aujourd'hui qui sont directement liés au Brexit. Donc je pense que l'exemple du Brexit et les 4 ans de négociations ont été quand même douloureux aussi. Mmh. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une volonté de sortie, de l'Union quand on prend l'exemple du Brexit. Mais là, j'ai pas l'impression que, en fait, je me demande si c'est pas un peu extrapolé dire qu'il y aura un polexit, parce que personne ne veut vraiment que Ah non, la non, Pologne sorte clairement. de l'Union. C'est juste que Ouais, là, ouais. la cour costite, polonaise elle a rappelé que le droit européen s'impose pas en toutes circonstances. Ça fait réagir, c'est normal. Mais de là à dire qu'on va sortir de l'Union, je pense qu'en fait, ce fait-là,
s'ajoute à beaucoup d'autres faits en Pologne, notamment la Mmh. restriction du droit des femmes à Ouais, ouais, l'avortement, ouais. sur beaucoup de choses qui sont des valeurs qui sont quand même assez contraires à celles qui sont portées dans l'Union européenne, pose des soucis. Voilà, moi juste il y a quelque chose qui m'intéresse un peu, c'est que, l'Union européenne, c'est un ensemble de valeurs, c'est un marché, c'est de la liberté de circulation, une monnaie et cetera. Bon, d'habitude, quand il y a une remise en cause, sur la question de liberté de circulation ou du marché, l'Union européenne, en tout cas la Cour de justice, elle attaque très, très vite et très, très fort. En revanche, sur la communauté de valeurs, quand il y a des violations, et ben, c'est nouveau en fait que la l'Union européenne commence à se dire: «Là non, là il y a un souci, écoutez, les valeurs que vous portez, elles sont pas conformes avec l'Union européenne, donc on va pas vous donner l'argent du plan de relance». C'est le cas pour la Pologne ou pour la Hongrie. Je suis Mmh. en train de caricaturer bien sûr. Donc là, il y a peut-être aussi un changement de la manière dont l'Union européenne se voit, peut-être voir comme un plutôt un maintenant un acteur qui va défendre les droits de l'homme en Europe et cetera. Bon, je sais pas, pourquoi pas, mais le Polexit sur cette question-là, non. Par contre, il y a une Ouais, bien tendance sûr. un peu étrange en ce moment avec quelques pays de l'Union européenne. Mais ce qui est intéressant, peut-être que je sais pas si vous voulez en parler, mais c'est qu'il y a beaucoup de ça fait des petits, en fait. Il y a beaucoup d'émules, même en France, dans la Ouais, campagne ouais, ouais. présidentielle sur cette question-là, en fait. Bien sûr. Et je suis pas tout à fait d'accord avec toi, hein. Pour moi, Ouais. c'est pas nouveau que l'Europe, s'intéresse à ces questions-là, notamment sur l'état de droit et l'indépendance de la justice. Il y a eu énormément d'affaires judiciaires qui ont condamné des États. C'est nouveau qu'il y ait cette contestation de l'autre côté. C'est nouveau que l'État dise: «Non, mais attendez, là, ça dépasse un peu les prérogatives Bah, c'est plutôt la qu'on CEDH, avait non? Je décidées». sais pas, hein, tu connais Non, mieux que les 2, moi. les 2. Non, non, la D'accord. CJUE aussi. Bien sûr qu'il y a la CEDH également, hein, mais c'est un autre souci dont on parlera pas aujourd'hui. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, justement, le premier ministre polonais, il a réagi. Alors, Mateusz Morawiecki, je sais plus comment ça se prononce, et il a adressé une lettre aux dirigeants européens en expliquant que le risque pour l'Union européenne était de devenir un organisme géré de manière centralisée par des institutions qui étaient dépourvues de tout contrôle démocratique, et en appelant, les dirigeants européens à rester ouverts au dialogue sur une réforme de l'Union européenne. Donc effectivement, tout ça, ça fait des petits, et aujourd'hui, on en parle chez nous, et c'est à l'ordre du jour, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années encore, enfin en tout cas pas autant. Et là, si on fait la liste, il y a eu qui? Il y a eu donc, Barnier, je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu aussi Ouais, Pécresse, il y a eu ouais, Montebourg, Montebourg, effectivement, Mélenchon, lui, dit qu'il faut Mélenchon, il en renégocier les parle. mais Ouais. il le dit pas comme ça, il faut renégocier les traités, en gros. Bon, Oui, ça veut oui, dire ce que ça oui. veut dire, quoi. Bah, Hem, c'est d'ailleurs pas très clair au passage, hein, mais non. bon. Donc en fait, tous les candidats qui sont un peu, qui sont un peu pas aux extrêmes, parce que c'est vrai que Pécresse, ça marche pas. Non, en fait, c'est j'ai rien dit. Non, mais parce que là, qui n'a rien dit là-dessus? Par exemple, Hidalgo, Jadot, Macron, tout ça, il y a pas eu de prise de position sur ce sujet, donc Bah, pas trop, non, et puis, à droite non plus, pas par Barnier, j'ai l'impression que pas des masses. bah, C'est-à-dire que Pécresse. d'autres, ah oui, oui, quand Oui, même. Pécresse, oui, Pécresse, quand même. Mais, bon, ouais, c'est quand même, bah, je pense que ça viendra plus pendant la campagne, ces questions-là, il faudra voir. Barnier qui, à la fin des années 80, nous dit-on, ne jurait que par le fédéralisme européen. Oui, c'est vrai. Oui, oui. C'est vrai que là, Barnier, on Bah, a un puis là, retournement de il veste en a enfin, règle. si vous si vous faites Barnier sur Google News, vous verrez qu'il veut Ah, encore maintenant que les États se rapprochent encore davantage, mais du coup, il veut plus que le droit européen prime, enfin. ouais, 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 c'est compliqué. Et Donc ouais, donc peut-être, Breton là, il avait dit quelque chose, non, Adrien? Je sais pas si tu oui, veux, bah, alors, Breton, c'était intéressant, non? Notre cher, c'est tout à fait. Thierry Breton, donc qui est, commissaire européen. Il est à quoi lui? Attends, commissaire de quoi déjà? du marché intérieur. Intérieur, merci. Heu, il nous dit, que, je cite: «Nous sommes là pour protéger le peuple polonais souverain qui, par référendum, a décidé de rejoindre l'Union européenne». Je cite toujours: «C'est notre mission et c'est notre devoir. Nous allons regarder précisément et si jamais il y a matière, nous devons sanctionner». Donc une prise de position très claire et qui appelle quand même un peu à réflexion puisque, Bah, oui. quelque part, le peuple polonais souverain, est-ce que c'est vraiment le peuple polonais qui a décidé, de rejoindre l'Union européenne? Alors a priori oui, vu l'immense plébiscite qu'il y a pour l'appartenance de la Pologne à l'Union européenne, mais c'est aussi le peuple polonais souverain qui a décidé de mettre le parti, qui est au pouvoir aujourd'hui. Donc cette question-là, elle est intéressante et je trouve qu'elle est encore plus intéressante quand on la regarde avec le prisme de la France. Puisque finalement, nous les traités, on les a pas vraiment choisis plus que ça, en tout cas pas le dernier. Donc si on parle effectivement de Tu parles de souveraineté, Lisbonne? tout à Enfin fait. oui, de Ouais, la ouais, de Lisbonne constitution, et du nom du qu'on avait, référendum. Mmh. en 2005, on avait, plébiscité, enfin plébiscité non, mais voilà. Donc bah, je sais pas ce que vous en pensez de tout ça, mais en tout cas Ça ça promet des débats intéressants. Oui, bah, ça pose des questions, ça pose des questions intéressantes. On verra ce qui va se passer, notamment avec, l'argent conditionné du plan de relance à ces pays-là, donc le groupe de Visegrad, là, dont on parlait. Mmh.
à voir, je sais pas si on a un moment charnière, hein, de l'histoire de l'Union européenne, j'en sais rien, mais c'est des débats qui sont intéressants parce qu'ils sont nouveaux et c'est vrai qu'on peut quand même difficilement rejeter l'accusation de technocratie invisible et sans Bah, visage de ouais, hein. Bruxelles quand même, hein, Puis de manque de contrôle Oui, démocratique oui. là-dedans. Et vrai que et ça revient souvent et peut-être pas complètement à tort. Pour moi, il y a s'il y a une tendance à identifier dans les pays qui sont plus en train de se manifester contre et les pays qui sont plus en train de se manifester pour, enfin, je veux dire, en faveur de l'Union européenne, d'une union forte, ce genre de choses. En fait, d'une façon, certaine façon, on revient un peu à l'idée qui était de dire qu'il faut une entité économique supérieure, supranationale, pardon, pour contrer les superpuissances telles que les États-Unis, la Chine, la Russie, ainsi de suite. Euh, et que, en fait, dans les pays qu'on est en train d'identifier, il y en a beaucoup qui font leur commerce extérieur par rapport à l'Europe. Et il y en a beaucoup qui font, enfin, à l'intérieur de l'Europe, et beaucoup qui font leur commerce intérieur, qui font leur commerce extérieur au-delà des limites de l'Europe. Et au final, à quoi ça te sert de faire partie de l'Europe si jamais tu as envie de faire commerce avec les autres zones de l'Europe? Si jamais tu veux partir sur un... Si jamais tu as une montée de nationalisme ou de protectionnisme, ce genre de choses, si de toutes les façons, la puissance, on va dire, de négociation de l'Europe ne te sert à rien sur le point de vue international, puisque tu vas déjà tu vas déjà agir avec tes voisins, je veux dire, à part le fait que tu vas les fâcher parce que tu as quitté l'union dans laquelle tu t'étais mis avec eux il y a un certain temps, au bout de 6 mois, si jamais ils ont toujours besoin des mêmes ressources de toi ou de la main-d'œuvre pas chère ou ce genre de choses, ils vont continuer à faire affaire avec toi. Je veux dire, on sait que la Ouais. Pologne, c'est un gros exportateur, enfin, tu vois. Et puis la Pologne, c'est surtout 40 millions d'habitants, donc c'est pas rien. Mais là, c'est la question économique. Après, on peut envisager quand même d'avoir des structures supranationales qui coopèrent économiquement parlant. Là, on est au-delà de l'économie puisqu'on a un pays qui souhaite faire une réforme, de son système judiciaire et l'Union européenne qui vient de dire: «Ah non, pas ça». Donc c'est encore un peu au-delà. Mais on est dans cet éternel, débat de qu'est-ce qu'on a donné à l'Europe et qu'est-ce qu'on aurait dû en donner plus, en donner moins? Est-ce qu'on aurait enfin c'est infini, hein, comme question, je pense. Je sais pas. C'est une affaire à suivre, écoutez, nous, je pense que ce format-là d'actu, on va essayer de le faire au moins une fois par mois, donc là, on a identifié quand même nos 2 premiers sujets qui nous ont pris quand même 50 minutes. On a identifié que c'est des trucs, qui soulèvent beaucoup de questions et Mmh. qui méritent d'être suivis, donc moi, je propose qu'on Mais qu'on avance, qu'on avance. ouais, juste pour finir sur l'histoire de Oui. la justice à l'échelle européenne, je trouve ça intéressant que Macron, ce week-end, ait parlé de la peine de mort, de l'abolition de la peine de mort à l'international et qu'il veuille se servir de la présidence de l'UE Mmh. pour porter ce projet-là, hein. Encore une fois, ça aussi, c'est un projet légaliste, Et hein, on donc, mais on vient sur les valeurs aussi, donc c'est-à-dire Bah, qu'on ouais, ouais, tout porte à des fait, ouais. valeurs au niveau Mmh. international, oui, bien effectivement. sûr. Mais bon, enfin, encore une fois, la présidence française de l'Union européenne, on pourra y revenir, mais ça va Oh être que effectif pendant oui. 2 mois ou 3 mois, puis après on rentre, bref. Ouais, ça va DB, revenir. tu voulais nous parler de quoi, toi? Moi, j'aimerais tout d'abord faire un petit point sur un rapport que j'ai vu passer, enfin une analyse de rapport plutôt que j'ai vu passer tout à l'heure. C'est le député de l'Aisne, René Dosière, qui sur son Ah bah blog, oui. qui est un blog Overblog, hein, n'hésitez pas à le Non, mais consulter. René Dosière, il est Ah, t'inquiète, il s'est t'inquiète. ouais, Non, ouais. mais voilà. Mais bon, ouais, il aime bien mettre le nez dans les comptes. Oui. Et il nous révèle donc que le gouvernement Castex est le gouvernement le plus cher de la Cinquième République. Voilà. Et ça va pas être très long, hein, mais j'aimerais juste vous dégager les points principaux de ce qu'il analyse. Donc déjà, il identifie un coût total de 160 millions d'euros au 1er août 2021 pour le gouvernement Castex. Tout ça est basé sur les chiffres d'un rapport officiel publié qui est consultable sur le blog également. Il a mis tous les PDF, tout à télécharger avec ses notes. Enfin, c'est très, très, très instructif. Si jamais vous aimez vous intéresser un peu à la dépense publique. Donc, Mmh. il dit que 160 millions d'euros, c'est le coût du gouvernement Castex. Pour lui, ça vient c'est lié surtout à un problème d'effectifs, enfin un problème d'effectifs, à une quantité d'effectifs. Donc pareil, si jamais vous aimez bien faire l'argumentaire que le gouvernement français est trop lourd, que la dépense publique est trop importante,
wink wink, certains candidats de droite, vous pourriez vous baser là-dessus pour dire que Macron, c'est vraiment qu'un sale gauchiste. Même si c'est pas vraiment vrai dans les faits, puisqu'ensuite, en parlant des effectifs, il évoque le nombre de conseillers ministériels, qui est de 559, pardon, alors que le dernier gouvernement d'Édouard Philippe, lui, en comptait 313 au dernier décompte. Ça fait donc quasiment presque le double. Et les conseils ministériels, déjà, ça coûte de l'argent. Et surtout que si on prend ces 559 personnes et qu'on rajoute le personnel qui fait tourner autour, ce que le député lui-même appelle des petites mains, donc les chauffeurs et ainsi de suite, le personnel qui fait fonctionner l'administration, il décompte 2793 personnes. Voilà, donc ça fait beaucoup de dépenses, ne serait-ce que pour un gouvernement. Tout ça, encore une fois, c'est que le gouvernement consacré à l'ensemble ministériel. C'est genre tous les ministres plus tous les cabinets ministériels, c'est ça? Exactement, tout ce qui a trait au ministère. Voilà. Sans être le fonctionnement des fonctionnaires eux-mêmes, évidemment, puisque sinon on va pas ça compte pas les profs, par exemple, ce genre de choses, mais qu'on pourrait quand même rattacher au ministère de l'Éducation. Non, mais je précise juste comme, voilà, effectivement. Et puis ça ferait pas 2800 personnes à la fin. Ouais, les administrateurs. Non, mais c'est vraiment que par rapport au cabinet ministériel. Il estime donc que sur les 160 millions d'euros, c'est hors traitement des ministres, il y a 154 millions d'euros de salaire qui peuvent être découpés, par exemple, on peut prendre 27 millions de ces euros et les attribuer ne serait-ce qu'au cabinet du Premier ministre, voilà ce que ça coûte. C'est toujours intéressant, hein, je pense, de le savoir. Et aussi, il souligne quelque chose, une tendance qui est intéressante, qui rappelle justement en tout cas, ce qui fait écho à ce qui est soulevé dans l'éducation actuellement, c'est que les contractuels augmentent et que pour la première fois dans le gouvernement ministériel, les contractuels sont majoritaires par rapport aux fonctionnaires. C'est que 54%, mais c'est une grosse part. Donc, est-ce que le gouvernement n'est pas en train de se privatiser d'une certaine façon, de se freelancer, de se Startup Nation, de subériser? Vous pouvez utiliser le mot que vous voulez pour remplacer ce petit élément. Pardon. Kamokato, il nous dit dans le chat, Oui, c'est tout le voilà. problème du macronisme qui fait la part belle à la société civile en attirant un personnel qui gagnait beaucoup dans le privé et qu'il faut bien sustenter. Attention, parce que j'ai un contre-argument à cela dans la suite du rapport. Si on peut considérer donc que la rémunération individuelle moyenne de l'ensemble des conseillers s'élève à 8 825 € brut mensuels, donc pour l'ensemble des conseillers, et que celle des seuls fonctionnaires est plus importante que celle des contractuels, puisque les fonctionnaires sont à 9 973 € en moyenne et les contractuels à 7 608 €. Donc oui, peut-être qu'ils gagnent beaucoup de base, mais ils gagnent quand même moins que les fonctionnaires de l'administration. Et c'est surtout que si tu prends l'ensemble de la moyenne des cabinets, on est sur une tendance vertueuse, puisque pour une des rares fois où les salaires ont diminué de manière globale. Donc oui, il y a beaucoup plus de monde, mais on cherche à les payer moins. Ça donne quand même, enfin, quand tu prends le double de personnes, ça fait quand même un très gros gouvernement, donc ça fait quand même une très grosse masse salariale. Mais au niveau individuel, il y a des choses à se poser. Je place des petits éléments, attention, il n'y a pas de gros fil rouge parce que, voilà, mais j'aime bien, parce que je sais que ça va susciter 2-3 choses, et j'aime bien sortir des petits atouts derrière. J'aimerais juste finir avec 2-3 petits fun facts. C'est que le ministère avec la rémunération moyenne la plus élevée, c'est l'outre-mer. Ah bon? Quoi, la rémunération moyenne par tête ou Oui, par tête. Ah ouais? Là, c'est à cause de la prime Sur les, d'éloignement, sur non? les fictionnaires. Oui, bah oui, Bah, peut-être. probablement. Bah non, parce que c'est les cabinets c'est le cabinet. Ah, donc, bah, Ah, écoute, ça marche en quand tout même, hein. cas, en tout cas, ça- par ça rapport à paraît- l'an dernier, l'outre-mer a gagné 11% de salaire Je sais avec pas. un moyen truc qui atteint une valeur moyenne de 11 000 €. Et c'est là où ça devient un petit fun fact, c'est qu'en dernière position, c'est le ministère de la mer. Non, l'intérieur. Ah, oula! Pardon, excusez-moi. D'accord. Outre-mer, Non, mer, non, bon, non, bref. d'accord. Ouais, Voilà. ouais, non, mais Je- c'est intéressant, je c'est fais des- intéressant. Je fais des petits traits d'esprit pendant mes chroniques inintéressantes. Il souligne aussi que dans ce rapport, juste dernière chose, Kossia, Ah bah rien, pourquoi vous êtes c'est des trivia qui sont marrantes, c'est tout.
Très bien. Et dernier point, il souligne que la Cour des comptes aimerait bien que toutes les dépenses ne soient pas cachées dans les budgets ministériels, mais qu'on puisse les ouvrir aux yeux des parlementaires. Voilà. Est-ce que vous pensez que ça veut dire quelque chose ou non? Mais du coup, non, mais ça veut dire qu'en fait, pour en fait, rebondir sur ce que disait Kamokato, c'est pas exactement ça, mais ça veut dire qu'on a plein de copains, un peu, du coup, des profils un peu jeunes, qui s'initiaient à la vie politique, qui sont un peu nombreux dans les ministères, donc ces espèces de jeunes pro-Macron qui sont donc en dessous de hauts fonctionnaires qui ont les responsabilités les plus importantes et qui sont formés, quoi. Donc ça veut dire qu'on forme une nouvelle génération aussi, je pense, de politique, parce que c'était la promesse, non? Alors, On fait du nouveau, quoi. dans le découpage des contractuels, on identifie que la plupart sont assignés à la communication, effectivement, des ministres. En tout cas, à la gestion d'image. Non seulement des ministres, mais aussi des assistants parlementaires. Non, pardon, ils sont issus des assistants parlementaires et ils contribuent aux relations publiques du ministre. Donc voilà. Pour revenir un peu à l'idée de l'ego et des individualités, apparemment, effectivement, c'est aussi ce qu'évoquait Kamokato tout à l'heure, sur l'idée des micro-partis qui ne servent qu'à avoir des heures de direct sur des chaînes d'infos. Effectivement, est-ce qu'il semblerait maintenant que tout le monde cherche à se forger une identité individuelle? Mais est-ce qu'on serait pas à l'heure des réseaux sociaux, de l'autoroute de l'information? C'est L'autoroute phénoménal, de c'est l'information. incroyable. Peut-être. Bref, je vois que je n'ai pas suscité un énorme engouement de la Non, mais part du chat. je vois ce que non, mais qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à nous dire. C'est vrai qu'après, faut quand même de l'intérieur comment ça fonctionne pour, peut-être comprendre, voilà. Est-ce qu'il y a plus de ministres aussi ou pas? Moi, il me semblait que Macron, il voulait limiter le nombre de Ouais, je l'avais vu conseillers ça aussi, il me ministériels, semble. mais c'était, sous le gouvernement Ouais. Philippe, donc peut-être Oui, que sauf voilà, que, ça sauf que fonctionnera. Philippe cette mesure a été annulée ensuite par Philippe, il me semble. C'est-à-dire qu'elle a été prise puis annulée, et voilà. Mais le gouvernement de Philippe était quand même bien inférieur à celui de Castex. Oui, c'est Ok. vrai, c'est vrai. Voilà. Bah, n'hésitez pas à réagir dans le chat, nous Tout à fait. on va avancer. Oui, parce que déjà 1 heure, mine de rien. Oui, Donc, je vais aller plus vite, Je voulais vous faire un truc énorme sur la condamnation de ah, pareil, l'État dans l'affaire je du vais devoir siècle, réduire. mais je vais réduire un peu. Je vais quand même vous demander ce que vous en pensez, parce que la justice a donné raison à l'affaire du siècle. Le 14 octobre, le tribunal administratif de Paris a condamné l'État français pour ses manquements en matière de lutte contre le réchauffement climatique, laissant à l'État jusqu'au 31 décembre 2022 pour réparer le préjudice écologique qu'il a lui-même causé par le non-respect de ses engagements, pris notamment dans le cadre de l'accord de Paris, la fameuse COP 21, dont la France est si fière. En fait, dans les faits, le juge demande, et je cite, au gouvernement avant le 31 décembre 2002 de prendre toutes les mesures sectorielles utiles de manière à réparer le préjudice, mais aussi de prévenir l'aggravation de ces dommages. En gros, et là je ne vais pas rentrer dans les détails parce que de toute façon je ne les connais pas, les juges estiment que le plafond d'émissions de gaz à effet de serre a été dépassé de 62 millions de tonnes équivalent CO2. En revanche, pas d'injonction d'astreinte financière, parce que l'association demandait à ce que l'État paye 78 millions d'euros par semestre de retard dans l'application de ces mesures. Donc on peut se dire s'il n'y a pas d'astreinte, ça ne sert à rien. Ça Ouais. change que cependant, à partir de maintenant, eh ben, les gouvernements vont être obligés de justifier leur action en matière climatique. Et 31 décembre 2022, ça se trouve, ça sera un autre gouvernement qui va devoir justifier ce qui a été fait jusque-là. Bon, on verra ce que ça donne. En fait, l'affaire du siècle, c'est 4 organisations, Notre Affaire à tous, la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme, Greenpeace et Oxfam. Rapidement, en 2018, ils ont fait une pétition qui a été signée par plus d'1 million de personnes en quelques jours. Ils demandaient des comptes à l'État. Les réponses de l'État jugées insatisfaisantes. Un des cours a été déposé au tribunal administratif de Paris le 14 mars 2019. En fait, il y a beaucoup, en ce moment, de plus en plus d'affaires de contentieux climatiques. En 2020, le programme des Nations Unies pour l'environnement en comptait plus de 1550 dans le monde, la plupart aux États-Unis. En Europe, jusqu'ici, on avait une affaire, la fameuse affaire des Pays-Bas contre la fondation Urgenda, où en fait l'État néerlandais était condamné à mener une hausse de ses ambitions climatiques sur la base de la CEDH. Et une décision importante de la Cour d'appel anglaise sur un projet d'extension de l'aéroport d'Heathrow. Ouais, c'était un peu loin de nous, on ne savait pas trop. En France, en ce moment, il y a plein de cas. Je vais faire rapidement. Le plus connu, le premier, l'original, c'est la commune de Grande-Sainte contre France. La commune de Grande-Sainte, c'est une commune,
son nom l'indique, dans le nord de la France. Et le maire de la commune, il a lu le rapport du GIEC, pas celui-là, un précédent, et il s'est dit: «Ah putain, en fait, nous, dans quelques années, on va se retrouver sous l'eau. Parce que le réchauffement climatique, montée des eaux, on est en dessous du niveau de la mer, bah, en fait, la commune va disparaître». Donc il dit à l'État: «Faites quelque chose». L'État, dans ce cas-là, il fait un décret en 2020 qui modifie les budgets carbone qui ne sont pas compatibles avec les engagements internationaux, notamment ceux encore de la COP 21. Donc là, le maire, va devant le Conseil d'État qui s'exprime en premier et en dernier ressort, et là, encore une fois, pareil, l'État a jusqu'au 31 mars 2022 pour prouver qu'il redresse la barre. Alors 31 mars 2022, vous me dites: «C'est juste avant l'élection présidentielle». Effectivement, mais après ça, il y aura une période de contradictoire, une enquête, bref, ça sera encore le problème pour un autre gouvernement. Parce que même si Macron est réélu, on peut imaginer qu'il y aura un autre gouvernement. Il y a, une décision sur la pollution de l'air aussi, où là, il y a une astreinte de l'État, il y a le cas présent, il y a les affaires, contre Total, sur la base de la loi du devoir de vigilance. Bref, il y a beaucoup de choses. Moi, je voudrais simplement 2 choses. Qu'est-ce que vous pensez déjà de cette judiciarisation de la lutte contre le changement climatique? Parce que là, en fait, les associations, elles forcent l'État, par des décisions judiciaires, à mettre en œuvre une politique climatique plus ambitieuse, qui est basée sur leurs propres engagements. C'est pas comme si on avait des ONG qui allaient dire: «Il faut faire plus, il faut faire plus, il faut faire toujours plus». Les ONG disent simplement: «Attendez, vous faites les malins à la COP là, la COP 21, on est si fiers. Vous faites Make Our Planet Great Again. Vous faites là la COP 26 qui est le mois prochain. Vous signez des engagements au niveau européen en disant qu'on va réduire de 55 les émissions, et cetera, et cetera, et cetera. Mais derrière, en droit français, vous ne faites rien du tout, si ce n'est, des budgets carbone qui sont pas du tout suffisants pour atteindre les objectifs internationaux. Donc déjà, c'est intéressant de voir que la démarche, c'est de dire: «On ne veut pas vous forcer à faire plus, on veut juste vous forcer à respecter vos engagements internationaux». Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, et j'arrêterai là parce qu'il y a plein de débats qu'on pourrait avoir sur ce sujet, mais le deuxième, c'est: est-ce qu'il faut, pour aller plus loin, comme certains le pensent, mettre en œuvre la responsabilité personnelle des ministres ou des décideurs qui n'agissent pas suffisamment dans la lutte contre le changement climatique? On a bien eu récemment l'exemple d'Agnès Buzyn, mise en examen par la Cour de justice de la République, qui était mise en danger pour mise en examen, pardon, pour mise en danger de la vie d'autrui, et placée sous le statut de témoin assisté pour abstention volontaire de combattre un sinistre dans le cas de la gestion de la crise Covid-19. Mais pourquoi on ne pourrait pas transposer ça au changement climatique? Et en fait, on a plusieurs personnes, dont l'eurodéputé Pierre Laroutourou, Cyril Dion, le réalisateur, et puis une militante écologiste, Camille Etienne, qui ont déposé le 16 juin une plainte contre 5 ministres devant la Cour de justice de la République au motif d'abstention de combattre un sinistre, en l'occurrence le changement climatique, qui est un délit qui est inscrit au code pénal, qui est passible de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Et là, sont visés, juste pour les namings comme ça, Jean Castex, le Premier ministre, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, la ministre de l'écologie, Barbara Pompili, la ministre déléguée chargée du logement, pardon, Emmanuel Vargon, et le ministre délégué chargé des transports, Jean-Baptiste Djebbari. Ah, Mmh. donc, il y a beaucoup de sujets derrière, mais sur ces 2 points-là, cette nouvelle manière d'agir, premièrement, et deuxièmement, la responsabilité personnelle devrait-elle être engagée? Bah, c'est marrant parce que là, dans le chat avec Kamokato, on a un petit débat et la question: «Continuité de la hiérarchie des normes, le juge est-il au-dessus de l'État?» Alors moi, je trouve ça très intéressant parce qu'à quel moment l'État, doit échapper à sa responsabilité, juridique? Je sais pas, le juge administratif condamne l'État depuis déjà un bon moment. Alors, il y a toujours, une certaine inertie dans le système, du juge administratif, mais quelque part, moi, je ne suis pas du tout choqué qu'on reconnaisse la responsabilité de l'État, d'autant plus par rapport à un délit pénal enfin, le cas échéant. Après, moi, cette décision, elle m'évoque quelque chose, c'est que s'il y a pas d'astreinte et qu'il y a pas de reconnaissance de responsabilité personnelle, c'est juste une jolie déclaration de principe. Alors oui, ils devront peut-être se justifier dans 2 3 ans et en attendant, Bah, l'astreinte peut c'est être mise, enfin, le Conseil d'État peut dire après le 31 décembre 2022: «Vous avez fait n'importe quoi, je vous fous une astreinte pour vous forcer à réduire la dans voilure, ta quoi». et ce sera pas compliqué en termes de responsabilité de dire à un nouveau gouvernement: «Eh beh, finalement, ce sera pour les actions» bah, je sais pas. Mais Pourquoi pas, hein? continuité de l'État par les Tout à au fait. niveau Non, non, bien international, les sûr. engagements pris ne dépendent pas Non, du non et tout, puis s'il y a un même changement de en droit gouvernement, enfin. administratif, peu importe, l'État peut être condamné pour un manquement, Mais qui a pas mais été du tout là, commis, vous parlez du rôle, le rôle des juges, on voit bien la République des juges, là, les sujets qui sont en train d'arriver. Attention, hein, le tribunal, il va pas du tout sur le terrain politique. Déjà, c'est le tribunal administratif, donc il y a des échelons au-dessus, hein. Il y a quand même aussi une cour administrative d'appel, puis éventuellement le Conseil d'État, d'accord, mais oui, le Conseil d'État, mmh, oui. oui, mais le tribunal, il dit simplement, je cite là parce que je ne veux pas dire n'importe quoi: «Il ne revient pas au tribunal de se substituer au pouvoir réglementaire en choisissant parmi la multiplicité des réparations possibles.
En fait, Mmh. là où Mmh. le tribunal s'arrête à la porte qui pourrait vraiment Ouais, le ouais, premier ouais. aspect politique, le tribunal ne dit pas: «Il faut que vous fassiez ci, il faut que vous fassiez ça, je considère que l'État n'a pas bien fait les choses» et cetera. Le tribunal dit simplement: «Vous avez pris des engagements au niveau international et vous avez voté des lois qui ne correspondent pas à ces engagements. Il faut que vous changiez ça, point barre», tu vois? Pour moi, ça me paraît pas non plus être, des juges qui prennent un pouvoir outrecuidant sur le Ah non, pouvoir moi non politique plus, hein. légitimement élu. Je sais pas ce qu'en pense Kamokato, qui lui avait l'air d'être, plutôt en désaccord avec ça. Bah, justement, là, il réagit: «Ne pourrait-on pas imaginer une sorte de tribunal populaire ou des modalités de RIC, donc référendum d'initiative populaire révocatoire, qui serait le seul légitime à sanctionner l'État? Si le père est irresponsable pénalement, l'État peut-il lui-même, être jugé par une de ses émanations?» Bah, c'est pas une de ses émanations. Le juge administratif, enfin, ça fait très longtemps qu'il condamne l'État à plein de choses. Le C'est Conseil d'État, oui, c'est c'est l'indépendance. Alors on peut arguer que le rôle du Conseil d'État est un peu étrange et il l'est, parce qu'historiquement, il a à la fois le rôle de conseiller l'État et de le juger. Mais bon, c'est bel et bien 2 choses très distinctes pourtant dans ses fonctions et le pouvoir judiciaire, et les juges administratifs sont quand même indépendants et bah, ont condamné à de multiples reprises l'État pour ses manquements. Donc moi, ça me choque pas. Après, est-ce qu'on voudrait un tribunal populaire? Ça, c'est encore une autre question, quoi. là, on parle sur d'autres sujets, mais en fait, moi, je voulais vraiment simplement évoquer ce parce que c'est vraiment une sorte de mode un peu partout, parce que même en Allemagne, Mmh. là, la Cour constitutionnelle, elle a retoqué la loi climat. Elle était pas si ambitieuse et en fait, elle a même Oui, c'est vrai. la Cour constitutionnelle allemande a même dit que cette loi climat qui n'est pas ambitieuse ferait porter sur les générations futures le poids de la transition écologique. Donc il y a vraiment des on voit arriver dans le droit alors là, je sais qu'on a parlé beaucoup de droit aujourd'hui, mais on voit arriver des notions qui sont quand même tout à fait nouvelles et très intéressantes et on va voir ce qui se passe. Mais moi, je trouvais cette décision intéressante. Je ne sais pas si Ouais, Bébé, c'est tu veux vrai. rebondir, mais sinon moi je vous propose que l'on passe à la suite étant donné qu'il est déjà 22h11. Bah, de Bébé, toute si tu veux façon, on réagir? suivra, hein. Oui, on suivra ça aussi, on J'ai suivra. pas Pardon? grand-chose, j'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à ce qui a été dit. Très bien, bah, écoute, D'accord. du coup là on va rentrer dans un encore des questions juridiques potentielles ou pas là? Non, c'est fini le droit là? Non, là, ça va. Là, on va parler guerre d'Algérie, Ça enfin, va en tout plaire à ça cas, va plaire à Kamokato 007. tout à fait. Alors, hésite pas à me corriger, hein, Kamokato, parce que je ne suis pas, historien. Enfin bref, un petit disclaimer tout d'abord, le bilan de cette époque et des violences qu'on a pu voir dans tous les camps est vraiment encore aujourd'hui compliqué à déchiffrer. Le regard qu'on porte sur la période est inséparable de la question politique majeure à l'origine de ces conflits et attise encore aujourd'hui beaucoup de passion, beaucoup de haine. Donc je ne veux pas vous prétendre vous faire un résumé, impartial et complètement serein de ce qui s'est déroulé il y a 60 ans et de toute manière, je vais un peu abréger parce que je comptais vous faire un gros résumé historique, mais de un, on n'a pas le temps et de 2, ça risque d'être un peu chiant. Mais on parle bien évidemment, du massacre qui a eu lieu, le 17 octobre, il y a, 60 ans, heu, le le 17 octobre 1961 et ça intervient dans un climat où, on est déjà en train de négocier, plus ou moins l'indépendance de l'Algérie. Donc, le FLN, lui, d'un côté, est en train de se diviser de tous les côtés pour savoir qui sera un peu au pouvoir, sachant qu'il y a 10 milliards de branches différentes, enfin, on va pas trop, y revenir et de l'autre côté, la police, qui est en charge, notamment de la sécurité à Paris, est dans un climat, absolument ignoble. Tout ça est sous tension incroyable. Il y a les attentats de tous les côtés, l'OAS, le FLN, enfin c'est un bordel sans nom. Alors, on est à l'été de cette année 1961 et à ce moment-là, donc il y a eu une espèce de trêve, du côté du FLN qui a décidé de ne plus attaquer ni harkis, ni policiers. Trêve qui sera, brisée, alors j'ai plus la date, je crois que c'est en août ou en juillet, je sais plus où j'ai noté ça. Enfin, on s'en fout, non, on s'en fout, le 15 août. Le 29 août, il y a encore 3 policiers qui décèdent, suite à des attaques, dans plusieurs quartiers de la capitale et en gros, au cours du mois de septembre et d'octobre, ce sont 13 policiers qui vont, perdre la vie, suite à des attentats du FLN. Donc du côté des forces de l'ordre, on peut le supposer, même on sait qu'il s'installe un climat quasi de guerre. Certains estiment que les outils légaux sont insuffisants ou inefficaces et conduisent à remettre en liberté des individus qui sont dangereux pour leur sécurité. Et s'ensuit une escalade de la violence qui conduit à ce qu'une partie des forces de l'ordre se radicalise à la fois dans ses moyens d'action et dans ses positions politiques en vue de se faire justice soi-même. Alors dans l'histoire, il y a un monsieur dont on n'a pas encore parlé qui s'appelle Maurice Papon. Maurice Papon qui est tristement célèbre pour pas mal de raisons, qui a notamment été
condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour son rôle dans la déportation et l'arrestation de juifs pendant l'occupation. Mais il était pas encore condamné à l'époque. Il va un peu attiser tout ça, et laisser croire, en tout cas aux policiers, je vous la fais vraiment courte, hein, je suis désolé, le plus court que je peux, et laisser croire aux policiers, que, le soutien était total de la part, du pouvoir public et qu'il serait peut-être même couvert en cas de problème. Alors, pour répondre à cette escalade-là, le Conseil des ministres va décider de l'instauration d'un couvre-feu et on va arriver, à la nuit du 17 et le FLN pour montrer, sa désapprobation, alors c'était pas le seul à l'époque, hein, toute la gauche s'était quand même aussi un peu indignée, contre un couvre-feu qui ne concernait que les Maghrébins, heu et va organiser donc le 17, au soir, une immense manifestation avec hommes, femmes et enfants qui va, regrouper 20 à 30 000 Algériens qui manifestent dans la capitale. Le mot d'ordre est donné, une manifestation pacifique. Il y a même des militants du FLN qui vont fouiller les manifestants pour s'assurer qu'ils n'ont aucune arme. Alors évidemment, hein, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, je pense, mais de l'autre côté, on a des fausses informations qui circulent sur les radios des polices et qui disent qu'il y a déjà 10 morts chez les policiers, qu'on les attaque au couteau. Enfin voilà, donc si vous voulez, c'est un climat absolument délétère et s'ensuivent évidemment des affrontements d'une rare violence, des hommes qui sont jetés dans la Seine depuis, plusieurs ponts de la capitale, des affrontements entre Place de République et Opéra, mais aussi boulevard Saint-Michel et Saint-Germain, où certains manifestants préfèrent se jeter d'eux-mêmes du pont Saint-Michel pour échapper aux coups, des policiers. C'est un bordel sans nom. Derrière tout ça, plusieurs milliers d'Algériens sont appréhendés et dirigés vers des centres d'internement où les violences, parfois extrêmes, continuent. Donc il est encore aujourd'hui difficile d'estimer le nombre de morts, qui est estimé parfois à plusieurs dizaines, parfois à plusieurs centaines. En tout cas, cette nuit du 17 octobre, c'est que le pic, de violence d'une série d'événements qui prennent racine avant et qui continuent après. Le couvre-feu était seulement un conseil pour les Arabes de ne pas sortir. Alors non, Kamokato, ça c'est, alors je crois, hein, ouais, je suis peut-être pas d'histoire, mais on va quand même, tu pourras vérifier, tu me diras. C'est Maurice Papon qui avait derrière fait sa déclaration en disant, «Je conseille vivement, aux Ouais. Maghrébins de ne pas sortir», mais la décision du couvre-feu était, elle, vraiment vraiment prise a priori et vu que c'était un peu chaud, il avait formulé ça comme ça. Il me semble vraiment que c'est ça, mais après je peux dire, hein, enfin, je peux me tromper pour le coup. Donc, en tout cas, on a mis longtemps à reconnaître quoi que ce soit. Le couvre-feu était inconstitutionnel. Ah, possible. Alors peut-être que déjà à l'époque, OK. Bon, peu importe. Donc bah, la reconnaissance, elle a été très, très tardive de ces événements-là. Elle est passée en 2001 par, le maire de Paris à l'époque, Bertrand Delanoë, qui a inauguré sur le plaque du pont Saint-Michel une plaque commémorative qui était dédiée, je cite: «À la mémoire des nombreux Algériens tués dans la sanglante répression de la manifestation pacifique du 17 octobre 1961». À l'époque, les militants d'extrême droite dénonçaient déjà une provocation et on entendait de toutes parts parler de récupération politique. D'où le conseil de Papon, mais les policiers n'en faisaient pas vraiment cas. Oui, c'est vrai que les policiers rendaient de toute manière la chose assez obligatoire. Il y avait d'ailleurs à l'époque déjà des attestations de dérogation, comme quoi on n'a rien inventé. Heu En 2012, François Hollande, lui aussi, avait publié un communiqué, donc le 17 octobre, hein, 2012, en expliquant enfin, en disant, «Le 17 octobre, 1961, des Algériens qui manifestaient pour le droit à l'indépendance ont été tués lors d'une sanglante répression. La République reconnaît avec lucidité ces faits. 50 ans après, 51 ans après cette tragédie, je rends hommage à la mémoire des victimes», avait-il dit. Plusieurs figures de l'UMP à l'époque avaient réagi, dont une déclaration, de François Fillon qui dénonçait la culpabilité permanente de la France, ou Christian Jacob, à l'époque président, UMP à l'Assemblée nationale, qui disait qu'il était intolérable de mettre en cause la police républicaine et avec elle la République tout entière, pardon. Donc voilà. Alors en 2012, le premier ministre algérien avait salué les bonnes intentions tout en regrettant l'absence d'excuses officielles et on en arrive à l'actualité. Désolé, ce fut très long, j'ai vraiment fait ce que je pouvais, puisque, bah, le 16 octobre dernier, Emmanuel Macron, lui, s'est rendu sur le pont de Besançon et a reconnu, je cite: «Des crimes inexcusables pour la République». C'est la première fois déjà qu'un président de la République se rend à une commémoration des massacres d'octobre de 61 et évidemment ça a fait réagir. Donc, à droite, certaines personnalités politiques ont considéré que Macron s'adonnait à une forme de repentance excessive, notamment Éric Ciotti qui a déclaré que la propagande victimaire anti-française du président Macron était indécente.
Voilà, Marine Le Pen qui a aussi réagi sur Twitter en disant que, vu que l'Algérie nous insultait tous les jours, Emmanuel Macron continue à rabaisser notre pays. OK, très bien. Et Valérie Pécresse qui, de ce côté, aurait déclaré qu'elle aurait aimé que le président associe la mémoire des 22 policiers morts dans les attentats du FLN. Donc, 1re question et peut-être la plus évidente au vu de la déclaration du président, est-ce qu'il faut le reconnaître, ce massacre du 17 octobre 61 comme un crime d'État? Je vais Ouais, refuser. bah écoute, c'est-à-dire que, voilà quoi. C'est-à-dire? Bon. Non mais rien, excuse-moi, la question m'a pris un peu de court, étant donné que c'est la seule question qui importe dans le débat, C'est euh, pour ça que je la pose. et qui est difficile à juger, je pense. Et j'ai l'impression qu'on voit quand même, il y a 2 choses, hein. On voit des positions qui sont assez claires de la part, des personnalités politiques, qui sont à droite, qui disent, en fait, si on regarde, ce que dit, Pécresse ou enfin Ciotti, c'est la même chose que ce que disait, Fillon, en 2012, en fait, Mmh. Ah, tout à ou fait. Jacob. Donc on a une filiation là de la droite qui consiste à dire qu'on va pas non plus s'excuser tout le temps pour tout. Mais ce que je trouve assez intéressant, c'est vraiment la politique. Enfin, là, Marine Le Pen dit aussi, elle parle l'Algérie nous insulte tous les jours. Bon, ça n'a rien à voir, hein, mais bon, bref. C'est la politique, si on prend cette approche-là, la politique de Macron avec l'Algérie, là. On en Ouais. parlait un peu avant, Ouais, mais ouais, alors ouais. moi, je comprends rien, en fait. Moi non plus. Parce qu'il y a les harkis d'ailleurs qui sont bon, vous vous souvenez des annonces, hein, pour les harkis d'Emmanuel Macron en septembre. Bon, l'argent n'a pas été prévu dans le projet de loi de finances, Oui. donc les réparations, ils attendront un petit peu, hein. Il y a les harkis, il y a eu aussi la dénonciation, des crimes du FLN, je ne sais plus exactement ce qu'il a dit. Il y a eu l'histoire où il y a moins de visas, des Algériens qui crée une crise Pour les questions diplomatique d'immigration, bah, il avait sur rappelé voilà. l'ambassadeur d'ailleurs, me Voilà, semble-t-il, l'ambassadeur a été rappelé. ouais, ouais. Maintenant, il y a ça. Alors, en fait, moi, je me dis: «Mais qu'est-ce qu'il fait?» Et j'aimerais comprendre. Moi, c'est ce que j'aimerais comprendre, au-delà de la question de savoir si la France doit reconnaître, j'aimerais comprendre quelle est la position, quelle est la volonté d'Emmanuel Macron sur ces questions. Je n'arrive pas à comprendre ce qu'il veut faire et je veux pas tomber dans le complotisme le plus bête, mais j'ai l'impression que dans un peu une girouette en fonction du sens du vent. Il se dit: «Ah tiens, on a une élection dans 6 mois, là il y a ça, je vais profiter de cet événement pour dire ça». Moi, ça me dérange. En fait, s'il veut reconnaître et s'excuser et enfin reconnaître ça comme un crime d'État parce qu'il estime que c'est un processus qui doit être fait en France pour enfin regarder son passé et l'accepter pour passer à autre chose, très bien. C'est pas moi qui ai décidé si c'est bien ou pas, c'est le président de la République. Mais s'il le fait parce qu'il y a une élection dans 6 mois et qu'il a un peu abusé sur les questions parfois d'identité, moi ça me va pas en fait, c'est tout. Ouais, on me dit: «J'ai du mal, C'est mon point de à vue. comprendre aussi la cohérence de Macron qui un jour critique la rente mémorielle du FLN et qui la semaine Oui, suivante, bah, met voilà, bah, une c'est bûche dans le feu». Bah, c'est exactement ça, quoi. là, c'est ce que ouais, Heu, on est d'accord qu'il y a Mocato. Moi, je trouve que c'est très électoraliste en fait. C'est Dire ça qui me début dérange. octobre, mais bien sûr, début octobre, Alger, rappelle son ambassadeur, Macron disait: «Oui, le système politico-militaire algérien, entretient une rente mémorielle en servant à son peuple une histoire Ouais, c'est officielle ça. qui ne s'appuie pas sur des vérités». Je veux dire, c'est pas rien vu l'histoire qu'on a en commun avec l'Algérie. Donc c'est assez incroyable et il a réagi, hein, d'ailleurs, le Ah bah, président très bien. algérien Abdelmadjid Tebboune, pardon, en disant justement qu'il réaffirmait notre souci ferme de traiter, des dossiers de l'histoire de la mémoire sans complaisance ni compromission et avec le sens aigu des responsabilités, loin des engouements et de la prédominance de la pensée colonialiste arrogante des lobbies incapables de s'affranchir de leur extrémisme chronique. Donc c'est c'est quand même plutôt clair, en fait. Donc ouais, je sais pas ce qu'il fout, c'est on souffle le chaud, le froid, c'est électoraliste probablement. Je sais pas. En fait, c'est à voir ce qui nous attend, par la suite, mais c'est vrai que c'est un souci. Est-ce que ça, c'est un événement en fait, moi aussi, c'est une question, mais parce que on a la chance, nous, peut-être, enfin, peut-être toi un peu moins, maître Benz, mais de pas avoir, de lien particulier ou, avec, ce genre de d'histoire. Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui une raison particulière de le faire, en fait? Un symbole fort pour les victimes de tu veux dire de reconnaître un crime d'État, c'est ça? Bah, de le aujourd'hui, de le reconnaître, voilà, en 2021, ce qu'il y a, voilà. Bah, moi je C'est très délicat, tu vois? Enfin, c'est pas nous là, les 3 qui allons dire: «Oui, il faut reconnaître, il faut ouais. pas reconnaître», tu vois? Non, non, bien Ça me sûr. paraît quand Non, même mais Kamokato disait qu'il avait du mal à comprendre ça aussi. Est-ce que c'est le rôle d'un président de la République de s'excuser au nom de la République? Bah, je sais bah, pas, mais en Chirac tout devait cas, le c'est dire. un ge ouais, bah, depuis Chirac, mais c'est un geste fort, c'est important pour les victimes, ça peut ouvrir aussi, une indemnisation derrière.
Bon, je sais pas si c'est, son premier rôle ou si c'est la priorité absolue, mais je veux dire, quand on a nié pendant autant d'années que l'État avait une responsabilité dans cette histoire-là, c'est pas déconnant à un moment donné de faire son mea culpa. Après moi, je On veux pas a répondre ouais, non plus quoi, tu vois? on a dans le chat, on a quand même 2 choses. Il y a Comas Relight qui excuse-moi si j'ai écorché, qui nous dit en gros on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, les enfin, en tout cas, je dis: «C'était pas au président de la République de porteur de telle ou telle pensée sur des sujets, on n'a pas la réponse». Bon. Mmh. Donc là, je sais pas si on n'a pas vraiment la réponse. Mais de l'autre côté, Kamokato nous dit: «À l'heure où la rancœur des Français d'origine arabe, surtout chez les jeunes, est très forte vis-à-vis de la France, leur dire que tous les jours que la République et le régime des policiers racistes n'est pas le bienvenu. Et là, Ouais, mais les morts gouvernent les vivants». non, mais justement, est-ce que c'est pas ça à un moment, est-ce qu'il faut pas regarder aussi notre passé et nous dire que ces choses-là, elles sont arrivées, elles peuvent à nouveau arriver? Le climat de tension avec d'un côté les forces de l'ordre et de l'autre côté alors c'était le FNL et les Algériens dans ces années-là, pourquoi pas les jeunes de banlieue demain? Je veux dire, c'est important de reconnaître, quelles ont pu être les erreurs et enfin, je sais pas. Auguste Comte, Kamokato: «Les morts gouvernent les vivants». Je pensais que c'est une citation de Palpatine dans l'épisode 9, mais ça n'est pas le cas. Non, mais oui, mais c'est Non. là, vous voyez, non, mais même nous, on tourne un peu, en rond là parce que c'est